Ma femme a dit, mettons notre mariage sur pause, juste avant son voyage d'affaires de 3 semaines à Shanghai. Elle pensait que j'allais me morfondre à la maison, comme un chiot abandonné. Mais à son retour de sa pause, elle a découvert que j'avais appuyé sur « Play » pour une nouvelle vie. Sans elle. Salut à tous et bienvenue sur Piment Fou, la chaîne où les drames sont brûlants et la vengeance plus chaude que jamais. Si vous aimez les rebondissements incroyables, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits captivants de trahison, de karma et de revanche ultime. Préparez-vous à des moments inoubliables et des fins satisfaisantes, uniquement sur Piment Fou. Activez la cloche et que le drame commence. La valise près de la porte d'entrée aurait dû être mon premier indice, mais j'étais trop occupé à regarder ma femme s'entraîner à faire sa tête de « je fais ça pour nous » dans le miroir du couloir. Noémie maîtrisait ce regard à la perfection. La légère inclinaison de la tête. La dose parfaitement calculée d'inquiétude dans ses yeux verts. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure comme si elle prenait la décision la plus difficile de sa vie. Étienne, chérie, je pense que nous devrions mettre notre mariage sur pause pendant que je suis à Shanghai. Elle se détourna du miroir, et voilà, la performance de sa vie. Vois ça comme une pause, pas une rupture. Juste un peu d'espace pour y voir plus clair. Pause. Comme si nos 8 ans de mariage étaient une série Netflix qu'elle pouvait reprendre quand ça lui chantait. Je suis Étienne Girard, 39 ans, et j'ai passé les 15 dernières années dans la sécurité informatique, ce qui veut dire que je reconnais des conneries quand j'en entends. Et ça c'était des conneries de première qualité. Combien de temps va durer cette pause, ai-je demandé, adossé à l'encadrement de la porte de la cuisine. Notre maison, une modeste demeure avec 3 chambres dans une banlieue de Lyon, ressemblait soudain à une salle d'audience. 6 semaines, peut-être 8. Le projet de Shanghai est énorme pour ma carrière, et j'ai besoin de me concentrer. Noémie travaillait comme directrice des ressources humaines pour un cabinet de conseil, le genre de poste où tout était toujours énorme pour sa carrière. Elle attrapa la poignée de sa valise avec ses doigts manucurés. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, je comprenais. Je comprenais que ma femme depuis 8 ans se tenait dans notre salon, à côté du canapé que nous avions choisi ensemble chez IKEA, en me demandant la permission d'abandonner notre mariage comme si c'était un abonnement à la salle de sport dont elle s'était lassée. Qu'est-ce que je suis censé faire exactement pendant que tu te retrouves en Chine? Tout ce que tu veux. Vois des amis, concentre-toi sur ton travail. Peut-être qu'on réalisera tous les deux ce qu'on veut vraiment. L'avantage d'être marié à quelqu'un depuis 8 ans, c'est qu'on apprend à repérer ses tics. Le sourcil gauche de Noémie tressautait quand elle mentait. À cet instant, il exécutait une véritable chorégraphie. Et si je ne veux pas de cette pause? Elle poussa le genre de soupir qui suggérait que je n'étais pas raisonnable. Étienne, j'essaie de gérer ça avec maturité. Nous savons tous les deux que les choses n'ont pas été géniales entre nous dernièrement. Les choses n'avaient pas été géniales. C'était nouveau pour moi. Bien sûr, nous avions eu nos moments difficiles. Quel couple n'en a pas? Mais je pensais que nous étions en train de les surmonter. Apparemment, Noémie avait d'autres plans. Très bien, dis-je, parce que pouvais-je dire d'autre? Fais ta pause. Elle m'embrassa sur la joue, un baiser rapide qui ressemblait plus à une transaction commerciale qu'à un au revoir de ma femme. Je t'appellerai en atterrissant. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic, et je me retrouvai seul dans notre maison qui semblait soudain trop grande et trop silencieuse. Je me dirigeai vers la fenêtre et la regardai charger sa valise dans le VTC. Elle ne se retourna pas. C'était lundi matin. Lundi après-midi, j'ai découvert la première preuve que la pause de ma femme ressemblait plus à un point final accompagné d'une trahison. C'était la tasse à café dans le lave-vaisselle. Notre belle porcelaine, le service que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Une tache de rouge à lèvres sur le bord, rouge foncé, pas le rose habituel de Noémie. Et ça ne datait pas de ce matin, car j'avais vu Noémie boire son café dans son mug de voyage avant de partir. Quelqu'un d'autre était venu chez nous récemment. Je ne suis pas détective, mais je suis spécialiste en sécurité informatique, ce qui signifie que je suis naturellement paranoïaque et professionnellement méfiant. J'ai commencé à inspecter notre maison avec un regard neuf. Et les preuves étaient partout une fois qu'on savait quoi chercher. Des reçus de VTC dans le tiroir fourre-tout de la cuisine.
3 trajets différents la semaine dernière pendant que j'étais au travail. Tous vers le même hôtel du centre-ville. Un sac de shopping de Victoria's Secret caché derrière les manteaux d'hiver dans notre placard. De la lingerie en taille Monsieur Noémie faisait duel depuis l'université. Une bouteille d'eau de Cologne de luxe dans notre armoire de salle de bain, pas la mienne. J'utilisais le même après-rasage de supermarché depuis 10 ans. Mais la preuve irréfutable se trouvait dans notre bureau. J'avais configuré notre réseau sans fil moi-même, avec un logiciel de journalisation qui suivait chaque appareil connecté. C'est une habitude de travail. On n'est jamais trop prudent en matière de sécurité. Selon les journaux, quelqu'un avait utilisé notre Wi-Fi régulièrement depuis 1 mois. Quelqu'un avec un iPhone enregistré au nom de Aong. Une recherche rapide sur Google pour Aong et l'entreprise de Noémie a révélé Adrien Hong, un chargé de clientèle de 40 ans basé à Shanghai. Marié, selon son profil LinkedIn. Costume cher sur sa photo de profil. Le genre de sourire qui devait bien fonctionner sur les femmes au foyer seules en quête d'excitation. Voilà donc le jeu de Noémie. Rencontrer le beau client, l'inviter pendant que le mari est au travail, puis avoir opportunément besoin de se rendre à Shanghai pour un projet professionnel prolongé. La pause ne visait pas à se retrouver elle-même. Elle visait à le retrouver lui, sans l'inconvénient d'un mari dans les parages. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû avoir le cœur brisé. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux. De la curiosité. Jusqu'où Noémie comptait-elle aller? Et plus important encore, jusqu'où étais-je prêt à aller pour le découvrir? J'ai appelé mon frère Damien, un ancien flic qui travaillait maintenant dans la sécurité privée. Si quelqu'un savait comment gérer une situation d'adultère, c'était bien lui. Elle a demandé une pause. Damien a ri quand je lui ai expliqué la situation. Mon Dieu, Étienne, même moi, je n'aurais pas eu le culot d'essayer cette excuse. Qu'est-ce que je devrais faire, à ton avis? Ça dépend. Tu veux sauver le mariage ou te sauver toi-même? J'ai réfléchi un long moment, en fixant la tasse de café tachée de rouge à lèvres que j'avais posée sur le comptoir de la cuisine comme une pièce à conviction dans un procès. Je veux d'abord connaître la vérité, ensuite je déciderai. C'est juste. Mais Étienne, si tu comptes jouer au détective, fais-le intelligemment. Ne fais rien de stupide. Trop tard pour ça. J'avais déjà commencé. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de mariage. J'ai fouillé dans les affaires de Noémie. Vraiment fouillé. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais elle n'avait jamais changé celui de la date de notre anniversaire. Du travail d'amateur. Ses emails étaient une mine d'or. 3 mois de correspondance avec Adrien Hong, commençant de manière professionnelle, puis devenant progressivement personnel, puis intime. L'échange le plus récent m'a retourné l'estomac. J'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul à Shanghai. Fini de se cacher. Fini de faire semblant. Juste nous. Ah. J'ai géré la situation avec Étienne. Il pense que c'est juste un voyage de travail. 6 semaines devraient suffire pour décider de nos prochaines étapes. À bientôt. N. Nos prochaines étapes. Comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'un mari à considérer. J'ai imprimé les emails et les ai mis dans un dossier. Des preuves pour plus tard. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail et j'ai conduit jusqu'au bureau de Noémie. Je ne suis pas entré. Ça aurait été trop évident. Au lieu de ça, je me suis assis sur le parking et j'ai observé. Vers midi, son amie Karine est sortie pour déjeuner, et je l'ai suivie jusqu'à un café voisin. Karine était l'amie la plus proche de Noémie au travail. Le genre de femme qui connaissait les affaires de tout le monde et adorait les partager. Si quelqu'un connaissait la véritable histoire du voyage de Noémie à Shanghai, c'était elle. J'ai attendu qu'elle soit assise avec sa salade, puis je me suis approché de sa table. Karine? C'est Étienne, le mari de Noémie. Elle a eu l'air surprise de me voir. Étienne. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais dans le coin et je me suis dit que j'allais déjeuner. Ça te dérange si je m'assois? Elle a désigné la chaise vide en face d'elle. Bien sûr. Comment tu gères l'absence de Noémie? C'est un ajustement, dis-je prudemment. Ce projet à Shanghai est arrivé si soudainement.
L'expression de Karine changea légèrement. Soudainement? Eh bien, elle ne l'a mentionné que quelques jours avant de partir. D'habitude, elle me prévient plus à l'avance pour ses voyages d'affaires. Karine posa sa fourchette et étudia mon visage. Étienne, que sais-tu exactement de cette mission à Shanghai? Juste que c'est important pour sa carrière. Pourquoi? Elle resta silencieuse un long moment, débattant clairement de quelque chose intérieurement. Finalement, elle se pencha en avant et baissa la voix. Étienne, je t'aime bien. Tu as toujours été bon avec Noémie, et tu ne mérites pas ça. Mais je pense que tu dois savoir que ce n'est pas vraiment pour le travail. Mon cœur s'emballa, mais je gardai une voix calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Noémie voit quelqu'un, un client, depuis des mois. Tout le bureau est au courant. Même si je m'en doutais, l'entendre confirmer fut comme un coup de poing dans l'estomac. Tu es sûr? Je les ai vus ensemble. Des déjeuners, des verres après le travail, et la façon dont elle parle de lui. Karine secoua la tête. Je suis désolé, Étienne. Je pensais que tu savais. J'ai remercié Karine pour son honnêteté et j'ai quitté le café avec l'impression de marcher sous l'eau. La trahison était maintenant complète. Pas seulement l'infidélité, mais l'humiliation d'être le dernier à savoir. Tout le bureau avait regardé ma femme me tromper et riait probablement du mari naïf à la maison. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé un avocat. Je veux demander le divorce, lui ai-je dit. Et je veux le faire pendant que ma femme est à l'étranger. C'est tout à fait possible, dit l'avocat. Mais êtes-vous sûr de vouloir agir si vite? Elle a demandé une pause, ai-je expliqué. Je lui en donne une permanente. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qui aurait horrifié l'ancien Étienne. J'ai appelé l'avocat de Noémie spécialisé en droit de l'immigration. Oui, elle en avait un. Ma femme, s'est-il avéré, travaillait sur une demande de carte de séjour depuis un an sans m'en parler. Un autre petit secret dans sa collection. Monsieur Girard, je ne m'attendais pas à votre appel, dit l'avocat quand je me suis identifié. J'ai quelques questions sur le statut d'immigration de ma femme. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Si nous divorcions, qu'arriverait-il à sa demande? Longue pause. Eh bien, cela compliquerait considérablement les choses. Sa demande est basée sur votre mariage. Si ce mariage prend fin, elle devrait éventuellement quitter le pays. Oui. À moins qu'elle ne trouve un autre moyen d'obtenir une résidence légale. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Noémie avait été maligne, planifiant sa stratégie de sortie, préparant sa nouvelle vie avec Adrien. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait supposé que j'allais rester sagement à la maison, attendant qu'elle décide de mon sort. Il était temps de lui prouver le contraire. J'ai appelé ma collègue Jessica et lui ai demandé de me rejoindre pour un café. Jessica Martin avait 27 ans, était vive comme l'éclair, et l'une des rares personnes dans notre entreprise qui pouvait rivaliser avec mon sarcasme. Elle était aussi célibataire, séduisante, et avait clairement fait comprendre au fil des ans que ça ne la dérangerait pas si je l'étais aussi. Tu as une sale mine, dit-elle en me voyant au café. Noémie m'a quitté. Enfin. Jessica n'avait jamais aimé ma femme, chose sur laquelle elle était restée diplomatiquement silencieuse pendant des années. Que s'est-il passé? J'ai expliqué la situation, la pause, l'épreuve, l'infidélité. Jessica a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Alors, quel est ton plan? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Je veux la détruire. Jessica sourit, et ce n'était pas un joli sourire. J'en suis. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Jessica, s'est-il avéré, avait un côté retors qui complétait parfaitement mes compétences techniques. Quand nous avons quitté le café, nous avions une stratégie qui aurait rendu Machiavel fier. Première étape, la guerre financière. Je suis allé à notre banque et j'ai transféré tout l'argent de nos comptes joints vers un nouveau compte à mon nom seul. Parfaitement légal. J'étais toujours son mari, et la moitié de l'argent était de toute façon à moi. L'autre moitié, eh bien, elle pourrait en discuter avec un avocat spécialisé en divorce qu'elle n'aurait pas les moyens de payer. Deuxième étape, la destruction du crédit.
j'ai appelé nos compagnies de cartes de crédit et j'ai signalé les cartes comme potentiellement compromises, demandant que de nouvelles cartes soient envoyées uniquement à mon adresse. Encore une fois, parfaitement légal. J'étais un utilisateur autorisé sur tous les comptes. Troisième étape, la bombe de l'immigration. J'ai demandé le divorce et j'ai immédiatement notifié les services de l'immigration que notre mariage prenait fin. Pas de fraude, pas de mensonge, juste un mari exerçant ses droits légaux. Dès le jeudi, la bouée de sauvetage financière de Noémie était coupée. Le vendredi, son statut d'immigrante était en péril, et elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ce week-end-là, Jessica et moi avons décidé de faire un peu de reconnaissance. Nous savions que l'amie de Noémie, Perrine, était encore en ville, et si quelqu'un connaissait les détails du plan de Noémie à Shanghai, c'était bien elle. Nous avons suivi Perrine après le travail le vendredi, la filant dans la circulation du centre-ville de Lyon. Elle nous a conduits à un bar chic où elle a retrouvé deux autres femmes que je reconnaissais du cercle social de Noémie. Là, Jessica a indiqué une table près du fond. L'endroit parfait pour écouter aux portes. Nous avons commandé des verres et nous nous sommes assis assez près pour entendre leur conversation. Il ne leur a pas fallu longtemps pour commencer à parler de Noémie. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait vraiment fait », disait l'une d'elles. « Fait quoi » demanda Perrine. « Quitter Étienne comme ça. Tout ce truc de me pose est si froid. » Perrine a ri. Froid mais malin. De cette façon, elle peut tester le nouveau gars sans couper les ponts. Si ça ne marche pas avec Adrien, elle peut toujours retourner avec Étienne. Et si ça marche, alors Étienne reçoit les papiers du divorce depuis Shanghai, et Noémie commence sa nouvelle vie avec une version améliorée, riche et belle. Mes mains se sont crispées autour de ma bouteille de bière, mais Jessica a posé une main d'avertissement sur mon bras. Et Étienne a demandé la troisième femme. Elle ne se sent pas mal de le faire tourner en bourrique ? S'il te plaît, s'est moqué Perrine. Étienne est un type sympa, mais il est ennuyeux. Travail stable, personnalité stable, tout est stable. Noémie veut de l'excitation, de la passion, de l'aventure. Adrien peut lui donner ça. Ça semble quand même cruel. C'est réaliste. Mieux vaut une rupture nette que de rester dans un mariage qui ne mène nulle part. J'en avais assez entendu. Nous avons fini nos verres et sommes partis. Mais pas avant que j'ai mémorisé chaque mot de leur conversation. Ça va, a demandé Jessica alors que nous marchions vers nos voitures. Non, dis-je honnêtement. Mais ça ira. Dimanche soir, j'ai décidé de vérifier l'histoire de Noémie sur le fait de se concentrer sur le travail. J'ai appelé son hôtel à Shanghai à 2h du matin, heure locale, soit 15h là-bas. En pleines heures de travail. La chambre de Madame Girard, s'il vous plaît, ai-je dit au standardiste de l'hôtel. Le téléphone a sonné 4 fois avant que Noémie ne réponde, d'une voix ensommeillée. Allô ? Salut, chérie. C'est moi. Je t'ai réveillé ? Étienne ? Elle était clairement désorientée. Quelle heure est-il ? 15h chez toi. Je pensais que tu te préparais pour le travail. Oui, je me préparais justement. Comment ça va à la maison ? Bien. Calme. Et tu me manques. Tu me manques aussi, a-t-elle menti sans effort. Mais je dois vraiment me préparer pour cette réunion. Bien sûr. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut. Elle a raccroché rapidement, mais pas avant que j'ai entendu une voix masculine en arrière-plan demander « C'était qui ?» Tant pis pour la concentration au travail. Lundi matin a apporté le premier signe que mon plan fonctionnait. Noémie m'a appelé à 6h du matin, paniquée. « Étienne, il y a un problème avec nos cartes de crédit. Elles sont toutes refusées. » C'est bizarre, dis-je, en injectant juste la bonne dose d'inquiétude dans ma voix. Peut-être qu'il y a une alerte à la fraude. Tu sais comment les banques s'inquiètent des transactions internationales. J'ai besoin que tu les appelles pour régler ça. Je ne peux rien payer. Je vais m'en occuper, ai-je promis. Mais ça pourrait prendre quelques jours pour tout régler. Quelques jours ? Étienne, j'ai besoin d'accéder à notre argent maintenant. Je suis sûr que ça va s'arranger, dis-je calmement. Ces choses-là finissent toujours par se régler. Elle a raccroché, frustrée, et j'ai souri pour la première fois de la semaine.
Mardi a apporté un appel encore meilleur. Noémie pleurait. Étienne, les services de l'immigration m'ont appelé. Ils ont dit que tu avais demandé le divorce. S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur. Ce n'est pas une erreur, Noémie. Long silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je sais pour Adrien. Je sais pour l'infidélité. Je sais que tout ce voyage à Shanghai est une connerie. Étienne, je peux t'expliquer. Pas la peine. Tu voulais une pause. Tu te souviens? Je la rends juste permanente. Tu ne peux pas faire ça. Je suis coincé ici sans argent, sans statut légal. Tu aurais dû y penser avant de décider de mettre notre mariage sur pause pour ton petit ami. S'il te plaît, Étienne, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur, mais... Je lui ai raccroché au nez. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Mercredi a apporté l'appel que j'attendais. L'avocat de Noémie en immigration. Monsieur Girard, je dois vous informer que le statut de visa de votre femme est maintenant remis en question. On lui a demandé de se présenter aux autorités de l'immigration à Shanghai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit résoudre rapidement sa situation maritale, ou on lui demandera de quitter la Chine et de retourner en France. Et ensuite? Ensuite, elle devra également quitter la France, à moins qu'elle ne puisse trouver un autre moyen d'obtenir une résidence légale. Parfait. Ce soir-là, Jessica est venue m'aider à changer les serrures de la maison. C'était un geste plus symbolique qu'autre chose. Noémie était piégée à Shanghai pour l'instant, mais c'était important. Comment tu tiens le coup, a demandé Jessica pendant que nous travaillions. Mieux que je ne le pensais. C'est bizarre? Pas bizarre du tout. Tu reprends le contrôle de ta vie au lieu de la laisser la contrôler pour toi. Alors que nous finissions d'installer le nouveau verrou, j'ai réalisé que Jessica avait raison. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression de conduire ma propre vie au lieu d'être juste un passager. Jeudi a apporté la nouvelle que Noémie avait été détenue à l'immigration de Shanghai pendant 6 heures avant d'être libérée avec un avertissement. Son visa était maintenant conditionnel, et elle avait 72 heures pour régulariser sa situation ou faire face à l'expulsion. Vendredi a apporté l'appel le plus satisfaisant de tous. Étienne, s'il te plaît, sanglotait Noémie au téléphone. Je ferai n'importe quoi. Je rentrerai à la maison. Nous irons en thérapie. Je romprai avec Adrien. S'il te plaît, retire les papiers du divorce. Trop tard pour ça, Noémie. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de mettre notre mariage sur pause. J'étais confuse. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les gens en font, j'ai acquiescé. Mais ils en subissent aussi les conséquences. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, dis-je honnêtement. Je ne veux plus rien de toi. Et pour la première fois en 8 ans de mariage, c'était complètement vrai. Samedi matin, je buvais mon café dans ma cuisine quand j'ai vu le VTC s'arrêter dehors. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en regardant Noémie en sortir, l'air épuisé et désespéré. 28 heures de détention à l'aéroport et d'interrogatoire policier ne lui avaient pas été favorables. Elle s'est dirigée vers notre porte d'entrée comme si elle vivait encore ici et a essayé sa clé. Quand ça n'a pas fonctionné, elle a réessayé, puis a commencé à marteler la porte. Étienne. Étienne, ouvre. Ma clé ne marche pas. J'ai pris mon temps pour finir mon café avant de répondre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai veillé à ce que la chaîne de sécurité soit toujours en place, pour qu'elle ne puisse voir qu'une partie de mon visage. Je peux vous aider? Très drôle. Laisse-moi entrer. Nous devons parler. Je ne pense pas, non. C'est aussi ma maison. En fait, non. Vérifie l'acte de propriété. Il est uniquement à mon nom. Cadeau de mariage de mes parents. Tu te souviens. Son visage est devenu blême. Dans toute sa planification, elle avait oublié ce détail crucial. Étienne, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Ça ressemble à un problème personnel. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a coincé son pied dans l'entrebâillement. N'ose même pas me fermer la porte au nez. Bouge ton pied, Noémie. Non. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre vie.
C'est à ce moment-là que Jessica est apparue derrière moi, portant une de mes vieilles chemises de travail et rien d'autre. Elle avait dormi ici la nuit dernière. Et bien que rien ne se soit encore passé entre nous, Noémie n'avait pas besoin de le savoir. « Tout va bien, chérie ?» a demandé Jessica assez fort pour que Noémie l'entende clairement. L'expression sur le visage de Noémie valait toutes les nuits blanches qu'elle m'avait causées. Un choc pur, suivi de rage, puis de quelque chose qui aurait pu être la reconnaissance qu'elle s'était piégée toute seule. « Imbécile » a-t-elle murmuré. « Il en faut un pour en reconnaître un » ai-je répondu, puis je lui ai tendu une enveloppe à travers l'ouverture de la porte. Les papiers du divorce. Tu es officiellement notifié. Elle a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Étienne, on peut arranger ça. Quoi que tu penses qu'il se soit passé à Shanghai. Je ne pense rien du tout. Je sais exactement ce qui s'est passé. Toi, Adrien Hong, dans une chambre d'hôtel à Shanghai en me disant que tu avais besoin d'espace pour te concentrer sur le travail. Plusieurs voisins étaient sortis pour assister au spectacle. Madame Hubert, la voisine d'à côté, faisait semblant d'arroser ses fleurs tout en écoutant manifestement. Les étudiants d'en face avaient sorti leur téléphone et enregistraient tout. « Tu te mets dans l'embarras » siffla Noémie. « Je me mets dans l'embarras ? C'est toi qui te tiens sur un paillasson en suppliant de réintégrer un mariage que tu as abandonné. » Je n'ai jamais rien abandonné. J'ai demandé une pause. Et je t'en donne une permanente. De rien. Le sang-froid de Noémie a finalement volé en éclats. Elle a commencé à crier, un hurlement aigu qui a fait sortir d'autres voisins de leur maison. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai des droits. C'est ma maison. Ta maison est avec ton petit ami à Shanghai. Oh, attends. Il t'a largué, n'est-ce pas? Dès que les choses se sont compliquées. L'exactitude de cette supposition se lisait sur son visage. Adrien l'avait en effet abandonné dès que son statut d'immigrante était devenu un problème. Tant pis pour le grand amour. Madame Hubert, ai-je appelé ma voisine. Pourriez-vous appeler la police? Mon ex-femme s'introduit illégalement et trouble l'ordre public. Déjà fait, mon petit, a répondu joyeusement Madame Hubert. Noémie a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est jetée contre la porte, essayant de forcer le passage. La chaîne a tenu, mais elle a continué à pousser et à crier. C'est ma maison. Ce sont mes affaires. Tu ne peux pas voler ma vie. Je ne vole rien. Je ne la partage juste plus. La police est arrivée en quelques minutes. 2 officiers qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quel est le problème ici? A demandé le plus âgé. Mon ex-femme essaie de s'introduire chez moi, ai-je expliqué calmement. Nous sommes divorcés. Elle ne vit plus ici, et je lui ai demandé de partir. Madame, est-ce vrai? A demandé le policier à Noémie. Il ment. C'est aussi ma maison. Il a changé les serrures pendant que j'étais en voyage. Madame, à quel nom est l'acte de propriété? Je lui ai tendu une copie que j'avais préparée à l'avance. Uniquement au mien. Elle n'a jamais eu de titre de propriété légal. Le policier a étudié les papiers, puis a regardé Noémie avec l'expression de quelqu'un qui avait vu ce drame trop de fois. Madame, vous devez quitter la propriété. Si vous avez des biens à l'intérieur, vous pouvez organiser leur récupération à un moment mutuellement convenu. Mais vous ne pouvez pas forcer l'entrée. C'est de la folie. Il détruit ma vie. Madame, veuillez vous calmer ou nous devrons vous arrêter pour trouble à l'ordre public. Cela a attiré son attention. Noémie a regardé tous les voisins qui observaient, les téléphones qui enregistraient sa crise, les policiers qui la traitaient comme une folle au lieu d'une victime. Très bien, dit-elle finalement. Mais ce n'est pas fini, Étienne. Si, ça l'est. Elle est partie en trombe vers son VTC, me laissant dans l'embrasure de ma porte avec Jessica à mes côtés et la moitié du quartier comme témoin. Alors que la voiture s'éloignait, Madame Hubert a commencé à applaudir. En quelques secondes, plusieurs autres voisins se sont joints à elle. Bien joué, Étienne, a crié quelqu'un. Il était temps, a ajouté une autre voix. J'ai salué mes voisins et j'ai fermé la porte, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'était intense, a dit Jessica. Ce n'était que le premier acte. Dimanche a apporté un nouveau développement.
Noémie a engagé un avocat cher à en juger par son papier à en tête. La lettre exigeait que je rétablisse son accès à nos comptes joints, que je lui rende ses affaires et que je la laisse revenir au domicile conjugal en attendant la procédure de divorce. J'ai transmis la lettre à mon propre avocat avec une note, « Veuillez expliquer à cet idiot que sa cliente a abandonné le mariage et n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit. » Mon avocat a appelé une heure plus tard, en riant. « Étienne, c'est la position juridique la plus faible que j'ai jamais vue. Elle a quitté le mariage volontairement, a commis l'adultère et n'a aucun droit de propriété sur la maison. » Son avocat est soit incompétent, soit désespéré. Probablement les deux. Que se passe-t-il maintenant? Nous attendons qu'ils réalisent qu'ils n'ont aucune chance et qu'ils acceptent notre offre de règlement, qui est de rien. Elle n'obtient rien. Lundi a apporté une autre visite de Noémie, cette fois accompagnée de son avocat. J'ai regardé depuis ma fenêtre à l'étage alors qu'il se tenait sur ma pelouse, l'avocat prenant des photos et des notes. Ils ont frappé à la porte, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais aucune obligation légale de leur parler, et j'appréciais de les voir perdre leur temps. Après 20 minutes, ils ont abandonné et sont partis. Mais pas avant que Noémie n'ait crié en direction de ma maison. « Je sais que tu es là, Étienne. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » En fait, si. C'était ma maison. Mardi a apporté la nouvelle la plus satisfaisante à ce jour. Noémie avait été licenciée de son travail. Apparemment, entretenir une relation personnelle avec un client tout en négligeant ses responsabilités professionnelles était mal vu dans le monde de l'entreprise. Qui l'eût cru? La nouvelle venait de Karine, qui m'a appelé directement. « Je pensais que tu devais savoir, » dit-elle. Les RH ont pris la décision ce matin. Toute l'affaire Adrien était devenue un trop grand risque. Comment le prend-elle? Pas bien. Elle a essayé de te rejeter la faute. A dit que tu avais saboté sa carrière par dépit. Quelqu'un y a cru? Tu plaisantes? Tout le monde sait qu'elle s'est sabotée toute seule. On ne couche pas avec des clients pour ensuite disparaître à Shanghai pour des réunions secrètes. C'est la base de l'éthique professionnelle. Mercredi, Noémie a tenté de rallier ses amis à sa cause. Elle a organisé une réunion chez Perrine, essayant de convaincre les gens de me faire pression pour que je la reprenne. Ça a été un échec spectaculaire. Je le sais parce que Grégoire, un ancien collègue de Noémie, m'a appelé pour me faire un rapport complet. Grégoire n'avait jamais aimé l'attitude arrogante de Noémie, et il se délectait de sa chute autant que moi. Elle a passé 2 heures à se plaindre de ton injustice, m'a-t-il dit. Comment tu ruines sa vie, comment elle a fait une petite erreur, comment elle mérite une autre chance. Comment ça s'est passé? Mal. Le mari de Perrine l'a mise à la porte au bout d'1 heure. Apparemment, il en a marre que sa femme encourage les drames de Noémie. Karine n'est même pas venue, et les autres femmes étaient assises là, l'air mal à l'aise. Donc elle est en train de perdre son réseau de soutien. Elle n'en a jamais vraiment eu. Les gens la toléraient parce qu'elle était mariée à un type bien et semblait avoir sa vie en main. Maintenant que ces deux choses ont disparu. L'isolement faisait partie de mon plan, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement. Noémie avait toujours été plus soucieuse des apparences que des relations authentiques. Et maintenant que sa vie s'effondrait, les gens prenaient leur distance avec l'épave. Jeudi, Noémie a fait sa tentative la plus désespérée à ce jour. Elle a essayé de s'introduire dans la maison pendant que j'étais au travail. Malheureusement pour elle, j'avais installé un système de sécurité la semaine précédente. Détecteur de mouvement, caméra, alarme silencieuse, tout le package. Au moment où elle a forcé la serrure de la porte arrière, le système s'est activé. J'ai reçu l'alerte sur mon téléphone pendant une réunion et j'ai regardé en direct les images de mon ex-femme saccageant notre ancienne chambre, cherchant quelque chose à voler ou à détruire. Elle pleurait et criait en même temps, jetant des vêtements partout et brisant des cadres photos. La police est arrivée alors qu'elle était en train de détruire nos photos de mariage. Ils l'ont trouvée assise sur le sol de la chambre, entourée de verres brisés et de photos déchirées, sanglotant hystériquement. Elle a été arrêtée pour effraction, vandalisme et violation de l'ordonnance restrictive que j'avais déposée plus tôt cette semaine-là. La photo d'identité judiciaire a fait la une du site d'information locale en quelques heures. Une femme de la région arrêtée pour s'être introduite chez son ex-mari, titrait l'article. En dessous, une photo de Noémie, l'air hagard et désespéré. Son image si soigneusement entretenue s'effritait complètement.
J'ai imprimé l'article et l'ai mis dans mon dossier de preuves, juste à côté des emails d'Adrien et des papiers du divorce. Vendredi, j'ai reçu un appel de l'avocat de Noémie, me demandant si je serais prêt à abandonner les charges en échange de son accord pour un divorce à l'amiable. Elle signera tout ce que vous voulez, a-t-il dit. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, une rupture nette. Quel est le piège? Pas de piège. Elle veut juste que ce soit fini. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Marché conclu. Samedi matin, je me suis rendu à la prison du comté pour regarder Noémie signer les papiers du divorce. Elle avait une apparence terrible. Pas de maquillage, combinaison orange, cheveux sales. La femme confiante et manipulatrice qui avait demandé une pause 3 semaines plus tôt avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait brisé et désespéré. Je te déteste, dit-elle en signant la dernière page. Je m'en fiche, ai-je répondu honnêtement. Et juste comme ça, mon mariage était terminé. 8 ans réduits à une signature sur des documents légaux et à un règlement de propriété qui ne lui laissait rien. En sortant de la prison, mon téléphone a vibré avec un texto de Jessica. On boit un verre ce soir pour fêter ça? J'ai répondu, absolument. C'est ma tournée. Pour la première fois depuis des mois, j'avais quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Le lundi suivant, j'ai décidé qu'il était temps de m'occuper d'Adrien Hong. Noémie était peut-être neutralisée, mais son petit ami avait joué un rôle égal dans la destruction de mon mariage. Il méritait ses propres conséquences spéciales. J'ai commencé par faire ce que je fais de mieux, des recherches. Adrien travaillait pour un cabinet de conseil multinational avec des politiques strictes sur la conduite des employés. Son profil LinkedIn le présentait comme une étoile montante, récemment promu au poste de chargé de clientèle senior. Sa biographie d'entreprise mentionnait son dévouement à l'excellence professionnelle et aux pratiques commerciales éthiques. Quelle ironie! J'ai passé la semaine à recueillir des informations. Adrien devait retourner à Lyon le lundi suivant pour une présentation d'entreprise. Son cabinet présentait une offre pour un contrat majeur avec la ville, et Adrien était le présentateur principal. L'événement se tenait au centre des congrès du centre-ville avec des responsables municipaux, des chefs d'entreprise et les médias locaux présents. Parfait. J'ai appelé Grégoire, qui travaillait toujours dans l'ancienne entreprise de Noémie, et je lui ai demandé de fouiller dans le passé professionnel d'Adrien. Que cherches-tu exactement? A demandé Grégoire. Tout ce qui montre un schéma de comportement inapproprié avec des clients ou des collègues. Tu penses que Noémie n'était pas sa première? Je pense que les hommes comme Adrien ne développent pas soudainement des problèmes de limite à 40 ans. C'est probablement une habitude. Grégoire a rappelé 2 jours plus tard avec des nouvelles intéressantes. Tu avais raison. J'ai parlé à des contacts dans d'autres cabinets, et Adrien a une réputation. Il a été muté entre 2 bureaux au cours des 5 dernières années, les 2 fois après des plaintes concernant des relations inappropriées avec des clientes. Des mesures disciplinaires officielles? Rien de formel, mais il y a clairement un schéma. Son entreprise actuelle n'est probablement pas au courant des incidents précédents. Ils le seront bientôt. Ce week-end-là, Jessica et moi avons compilé un dossier complet sur la mauvaise conduite professionnelle d'Adrien. Nous avons inclus les emails entre lui et Noémie, la documentation de leur liaison et les déclarations de témoins qui les avaient vus ensemble lors de réunions d'affaires. Nous avons également retrouvé 2 femmes de ses affectations précédentes qui étaient prêtes à partager leurs expériences avec les avances non professionnelles d'Adrien. Le dossier était complet, accablant et entièrement factuel. Pas de mensonges, pas d'exagération, juste la vérité sur le schéma d'Adrien Hong consistant à exploiter sa position professionnelle à des fins personnelles. Lundi matin, j'ai livré en main propre des copies au siège de l'entreprise d'Adrien, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et à l'ordre professionnel des consultants en affaires. J'ai également envoyé des copies à 3 journalistes économiques locaux qui couvraient les histoires d'éthique d'entreprise. Puis je me suis rendu au centre des congrès pour assister à la présentation d'Adrien. Il avait l'air confiant en montant sur scène. Costume cher, parfaitement taillé, diapositive de présentation impeccable et professionnelle. Il n'avait aucune idée que sa carrière était sur le point d'imploser en temps réel. Je m'étais positionné au fond de l'auditorium, assez près pour voir son visage, mais assez loin pour ne pas être remarqué. Jessica était assise quelques rangées devant moi, enregistrant tout sur son téléphone. Adrien était à 20 minutes de sa présentation quand la première vague de perturbations a commencé.
J'ai vu plusieurs personnes dans le public commencer à vérifier leur téléphone, lisant quelque chose qui changeait leurs expressions. Un des journalistes économiques avait publié l'histoire en ligne pendant la présentation d'Adrien. Le titre disait « Le schéma de relations inappropriées d'un consultant avec ses clientes soulève des questions d'éthique ». L'histoire s'est répandue dans le public comme une traînée de poudre. En quelques minutes, la moitié de la salle lisait les détails sur la conduite inappropriée d'Adrien, tandis qu'il poursuivait sa présentation, ignorant le désastre qui se déroulait sous ses yeux. Le premier signe qu'Adrien a eu que quelque chose n'allait pas est venu lorsque le responsable des marchés publics de la ville s'est levé et a quitté la présentation. Puis un autre fonctionnaire a suivi, puis un autre. Au moment où Adrien a terminé son discours, un tiers du public était parti, et les personnes restantes le regardaient avec des expressions allant du dégoût à la pitié. Y a-t-il des questions, a demandé Adrien, toujours ignorant de la situation. Le silence était assourdissant. Finalement, une des journalistes a levé la main. Monsieur Wong. Souhaiteriez-vous commenter les allégations selon lesquelles vous auriez eu des relations inappropriées avec plusieurs clientes? La couleur a quitté le visage d'Adrien. Je suis désolé. Quoi? L'histoire qui vient de paraître sur votre schéma de mauvaise conduite professionnelle. Avez-vous une réponse? Adrien a regardé autour de la salle, comprenant enfin que sa carrière venait de prendre fin devant une salle pleine de témoins. Il doit y avoir une erreur. Noémie Girard est-elle une de vos anciennes clientes, a demandé un autre journaliste. Je ne peux pas, c'est inapproprié. Plus inapproprié que de coucher avec des clientes mariées en représentant votre entreprise. Adrien a balbutié quelques non-réponses de plus avant de fuir la scène, laissant son matériel de présentation derrière lui. Les membres restants du public sont sortis, discutant avec enthousiasme de ce dont ils venaient d'être témoins. J'ai suivi Adrien hors du centre des congrès et dans le parking. Il était au téléphone, essayant probablement d'appeler son avocat ou son patron, quand je l'ai approché. Adrien Wong. Il s'est retourné, et j'ai vu la reconnaissance poindre dans ses yeux. Vous êtes Étienne Girard. C'est exact. Le mari de Noémie. Enfin, l'ex-mari maintenant. Il a essayé de s'éloigner, mais je me suis mis devant lui. Nous devons parler. Je n'ai rien à vous dire. Ça tombe bien. Moi, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo que Jessica avait enregistrée de sa présentation désastreuse. Beau discours. Des propos vraiment convaincants sur l'excellence professionnelle. C'est vous qui avez fait ça, a-t-il dit. Plus une affirmation qu'une question. En effet. Tout comme vous vous êtes fait ma femme. Le sang-froid d'Adrien a finalement craqué. Écoutez, ce qui s'est passé avec Noémie. Ce n'était pas prévu. Ces choses-là arrivent parfois. Ces choses-là? Vous voulez dire les liaisons avec des clientes mariées? Parce que selon mes recherches, ça vous arrive souvent. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous êtes un prédateur qui utilise sa position pour manipuler des femmes vulnérables. La seule différence avec Noémie, c'est que cette fois, le mari s'est défendu. Adrien a essayé de me bousculer, mais j'ai attrapé son bras. Pas assez fort pour le blesser, mais assez fermement pour faire passer mon message. Ne me touchez pas, a-t-il averti. Sinon quoi? Vous allez appeler la sécurité? La police? Allez-y. J'adorerais leur expliquer pourquoi je suis ici. Au lieu d'envenimer la confrontation physique, j'ai fait quelque chose qui lui a fait bien plus mal. Je l'ai humilié. Vous savez ce qui est drôle, Adrien? Noémie pensait vraiment que vous l'aimiez. Elle pensait que vous alliez construire une vie ensemble à Shanghai, jusqu'au moment où son visa a été révoqué et que vous avez disparu comme un lâche. Son visage est devenu rouge. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que vous l'avez abandonné à la seconde où les choses se sont compliquées. Je sais que vous l'avez laissé en plan dans un pays étranger sans argent et sans statut légal. Je sais que vous n'avez jamais retourné ses appels après qu'elle se soit fait arrêter. Ce n'est pas si compliqué. C'est simple. Vous êtes un profiteur qui jette les gens quand ils ne sont plus utiles. La seule différence entre vous et un criminel ordinaire, c'est que vous portez des costumes chers. J'ai sorti une petite bouteille de sauce de poisson que j'avais achetée dans une épicerie asiatique et je l'ai versée dans les grilles d'aération de sa BMW de luxe. L'odeur serait impossible à enlever,
un rappel permanent de notre conversation. Ça, c'est pour mon mariage, dis-je. Puis j'ai sorti une bombe de peinture lavable et j'ai écrit « Briseur DE ménage » sur son pare-brise. Ça partirait avec de l'eau et du savon, mais pas avant que tout le monde dans le parking ne le voie. Et ça, c'est pour la dignité de Noémie. Adrien est resté là, bafouillant de rage, mais il n'a pas essayé de m'arrêter. Il savait que toute confrontation physique ne ferait qu'aggraver sa situation. « Vous êtes fou ?» a-t-il dit finalement. « Peut-être. Mais je ne suis pas un tricheur, un menteur ou un lâche. Ça me rend meilleur que vous. » Je suis parti, le laissant debout à côté de sa voiture vandalisée dans un parking qui sentait la sauce de poisson et l'échec. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Grégoire avec une mise à jour sur les retombées de la présentation désastreuse d'Adrien. Son entreprise l'a licencié, a rapporté Grégoire. Avec effet immédiat. Il lance également une enquête interne sur sa conduite avec d'autres clients. Et le contrat avec la ville ? Tombé à l'eau. Le responsable des marchés publics a dit qu'il ne pouvait pas faire affaire avec une entreprise qui emploie des gens comme Adrien. Donc, il a coûté à son employeur un contrat majeur. Un contrat à 7 chiffres. Ils vont probablement le poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Le lendemain matin a apporté des nouvelles encore meilleures. La femme d'Adrien, Maëlle, avait demandé le divorce et obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Selon les documents du tribunal, elle avait également gelé leurs avoirs communs et l'avait expulsé de leur appartement de Shanghai. L'histoire était devenue virale dans les cercles d'affaires chinois, détruisant la réputation d'Adrien dans les deux pays. Il était inemployable dans son domaine, divorcé, sans abri et faisait face à d'éventuelles poursuites de plusieurs parties. En moins d'une semaine, j'avais réussi à démanteler toute sa vie aussi complètement qu'il avait tenté de démanteler la mienne. Mais je n'avais pas encore fini. Il restait une dernière affaire à régler. Mercredi soir, je me suis rendu au bar où les amis de Noémie avaient l'habitude de se retrouver pour l'apéritif. J'avais entendu dire par Grégoire que Perrine et quelques autres s'y réunissaient encore occasionnellement, probablement pour bavarder sur la chute de Noémie. J'avais raison. Perrine était là avec 2 autres femmes que je reconnaissais du cercle social de Noémie, discutant avec animation autour de cocktails. Je me suis dirigé vers leur table et je me suis assis sans y être invité. « Mesdames, dis-je agréablement. Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Perrine semblait mal à l'aise. « Étienne, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ? Nous sommes tous amis ici, n'est-ce pas ? Ou du moins, nous l'étions quand vous pensiez que Noémie allait s'en tirer après m'avoir trompé. » Les autres femmes semblaient vouloir disparaître. « Étienne, s'il te plaît, dit Perrine. Ce qui s'est passé entre toi et Noémie ne regarde que vous deux. » Vraiment ? Parce que je me souviens m'être assis juste là-bas, je désignais une table de l'autre côté du bar, en vous écoutant rire de la manière intelligente dont Noémie me menait en bateau pendant qu'elle testait de sa version améliorée. Le visage de Perrine est devenu blême. « Tu nous espionnais ? Je prenais un verre dans un lieu public. Vous diffusiez votre conversation à quiconque se trouvait à moins de 6 mètres. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un enregistrement de leur conversation de cette nuit-là. J'avais tout enregistré depuis le début de cette affaire, au cas où j'aurais besoin de preuves plus tard. Les femmes ont écouté avec horreur leur propre voix rejouer leurs commentaires cruels sur mon mariage et leur anticipation joyeuse de mon humiliation. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué quand l'enregistrement s'est terminé. Vous allez arrêter de parler de moi, arrêter de parler de Noémie, et commencer à vous occuper de vos propres affaires. Parce que si j'entends que vous propagez des rumeurs ou que vous essayez de réhabiliter la réputation de Noémie, je m'assurerai que vos maris entendent exactement quel genre d'amis leurs femmes sont vraiment. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné pour un dernier commentaire. Oh, et Perrine, ton mari pourrait être intéressé de savoir ce qu'il en est de ces déjeuners que tu as avec ton coach personnel. Ceux sur lesquels tu mens. Le visage de Perrine est devenu blanc comme un linge quand elle a réalisé que j'avais enquêté sur elle toute, pas seulement sur Noémie. Je suis sorti du bar, satisfait. Le message avait été envoyé et reçu. Me chercher des noises, c'est à vos risques et périls. À la fin de la semaine, tout le réseau social de Noémie s'était effondré. Ses amies étaient trop inquiètes que leur propre secret soit exposé pour lui offrir un quelconque soutien, et ses contacts professionnels ne voulaient rien avoir à faire avec quelqu'un associé à un scandale aussi public. Elle était complètement isolée,
exactement comme elle le méritait. 2 semaines plus tard, j'étais assis au tribunal des affaires familiales, regardant la juge Patricia Renaud examiner notre cas de divorce. Noémie était assise de l'autre côté de la salle d'audience avec son avocat commis d'office. Elle ne pouvait plus se permettre un vrai avocat ressemblant à une accusée dans un procès pour homicide. La juge Renaud était connue pour son approche pragmatique du droit de la famille et son mépris particulier pour les cas d'infidélité. Elle était en poste depuis 15 ans et avait vu toutes les variations imaginables de mauvaise conduite conjugale. Madame Girard, commença la juge, j'ai examiné les preuves dans cette affaire, y compris les emails entre vous et Monsieur Hong, le témoignage des témoins, et la documentation de votre abandon du domicile conjugal. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? L'avocat de Noémie se leva. Votre honneur, ma cliente admet qu'elle a commis des erreurs, mais elle estime que le règlement de propriété proposé par Monsieur Girard est excessivement punitif. De quelle erreur parlons-nous spécifiquement? Demanda la juge Renaud. Eh bien, l'aventure. L'infidélité, corrigea sèchement la juge. Utilisons le terme juridique approprié. Votre cliente a commis l'infidélité, a abandonné son mariage et a quitté le pays pour être avec son amant. Est-ce exact? L'avocat de Noémie semblait mal à l'aise. Votre honneur, les circonstances étaient compliquées. Elle me semble assez simple. Madame Girard, veuillez vous lever. Noémie se leva sur des jambes tremblantes, ayant l'air sur le point de s'effondrer. Madame Girard, vous avez demandé à votre mari une pause dans votre mariage afin de pouvoir poursuivre une relation avec un autre homme. Vous avez menti sur la nature de votre voyage d'affaires à Shanghai. Vous avez commis l'infidélité avec un client marié. Vous avez abandonné vos obligations et responsabilités conjugales. Et lorsque votre mari a demandé le divorce, vous vous êtes introduite dans sa maison et avez détruit ses biens. Est-ce un résumé exact? Votre honneur, j'étais sous le coup de l'émotion. Répondez à la question. Est-ce exact? Oui, murmura Noémie. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Oui, votre honneur. La juge Renaud la regarda avec un mépris non dissimulé. Madame Girard, en 15 ans de service, j'ai rarement vu un cas aussi clair de mauvaise conduite conjugale. Vous avez traité votre mariage comme une supérette, quelque chose que vous pouviez quitter et retrouver à votre guise. Elle se tourna vers mon avocat. Maître Peterson, que demande votre client en termes de règlement? Votre honneur, Monsieur Girard demande une dissolution complète du mariage sans pension alimentaire, sans partage des biens et sans obligation financière continue. Madame Girard a abandonné le mariage volontairement et a renoncé à toute prétention sur les biens matrimoniaux. Madame Girard, dit la juge, avez-vous une base légale pour réclamer une partie des biens de votre mari? L'avocat de Noémie lui chuchota quelque chose à l'oreille, mais elle secoua la tête. Non, votre honneur. Bien, parce que vous n'en avez aucune. Divorce prononcé. Pas de pension alimentaire, pas de règlement de propriété, pas d'obligation continue. Madame Girard, vous avez droit à vos effets personnels et à rien d'autre. L'audience est levée. Le marteau tomba avec une finalité qui résonna dans la salle d'audience. 8 ans de mariage dissous en moins de 10 minutes. Alors que nous quittions le palais de justice, Noémie tenta un dernier appel désespéré. Étienne, s'il te plaît. Je n'ai rien. Pas de travail, pas d'argent, pas d'endroit où vivre. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Tu aurais dû y penser avant de décider de mettre notre mariage sur pause. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Il n'y a plus rien que tu puisses faire pour moi, Noémie. Tu as fait ton choix. Elle se mit à pleurer, mais c'était des larmes égoïstes. Des larmes pour sa situation, pas pour ce qu'elle avait fait à notre mariage. Je suis parti sans me retourner. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un journaliste du Progrès. L'histoire de notre divorce avait attiré l'attention en raison du lien avec le scandale d'entreprise d'Adrien. Monsieur Girard, seriez-vous prêt à commenter votre divorce et son lien avec l'enquête sur l'éthique d'Adrien Hong? Bien sûr, dis-je. Mon ex-femme a demandé une pause dans notre mariage pour pouvoir avoir une liaison avec un client marié. Je lui ai donné une pause permanente à la place. Parfois, les gens obtiennent exactement ce qu'ils demandent. L'histoire a été publiée le lendemain avec le titre « La vengeance créative d'un Lyonnais contre sa femme infidèle devient virale ». En quelques heures, elle avait été reprise par les médias nationaux et partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux.
Internet adorait une bonne histoire de vengeance, surtout une où le conjoint trahit déjouer le tricheur sans recourir à la violence ou à des activités illégales. Je suis devenu une petite célébrité dans la communauté des divorcés, les gens me qualifiant de héros et louant mon génie stratégique. Noémie, quant à elle, est devenue un exemple édifiant sur les conséquences de la trahison conjugale. Son nom était associé à l'infidélité, à l'abandon et à la mauvaise conduite professionnelle. Une recherche Google de son nom renvoyait des pages d'articles négatifs et de publications sur les réseaux sociaux se moquant de ses choix. Elle était inemployable, socialement toxique et financièrement ruinée. Tout ce qu'elle avait construit au fil des ans, sa carrière, sa réputation, son réseau social avait été détruit par ses propres décisions et ma volonté de les exposer. La semaine suivante, j'ai appris que Noémie avait été expulsée de l'appartement qu'elle avait loué après notre divorce. Elle avait séjourné chez différents amis, mais ses arrangements s'effondraient à mesure que les gens se lassaient de ses drames et de sa dépendance. Grégoire m'a appelé pour me dire qu'elle avait été vue travaillant dans un restaurant de chaîne dans une banlieue à 60 km de là, servant des tables sous son nom de jeune fille. La femme qui avait été directrice des ressources humaines pour un grand cabinet de conseil servait maintenant des hamburgers pour payer le loyer d'un studio. Elle a l'air terrible, a rapporté Grégoire. Elle a perdu du poids, a vieilli d'environ 10 ans, par la peine à qui que ce soit. Bien, dis-je, et je le pensais. Un mois plus tard, j'ai entendu dire qu'Adrien avait déménagé sur la Côte d'Azur, où il travaillait dans un centre d'appel pour une fraction de son salaire précédent. Son divorce avait été finalisé, sa réputation professionnelle était détruite, et il faisait face à des poursuites de son ancien employeur et de plusieurs clients. L'homme qui pensait pouvoir voler la femme d'un autre homme sans en subir les conséquences avait appris sa leçon. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait considérablement. Jessica et moi avions commencé à sortir ensemble officiellement, et elle avait emménagé dans la maison que Noémie avait autrefois tenté de réclamer. Mes collègues me traitaient comme une légende, et j'avais obtenu une promotion en partie grâce à l'attention que mon histoire avait apportée à l'expertise de notre entreprise en matière de sécurité. Plus important encore, j'étais heureux. Vraiment, profondément heureux d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Le poids d'un mauvais mariage avait disparu, remplacé par la satisfaction de m'être battu pour moi-même et d'avoir gagné. 6 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre de Noémie. Elle avait réussi à retrouver mon adresse et avait écrit de longues excuses décousues, remplies d'apitoiement sur soi et de demandes de pardon. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté à la poubelle sans répondre. Certaines personnes méritent une seconde chance. Certaines personnes méritent le pardon. Certaines personnes méritent la compassion. Noémie n'en faisait pas partie. 8 mois après le divorce, je pensais que le chapitre Noémie de ma vie était définitivement clos. J'avais tort. C'était un jeudi soir de fin octobre, le genre de nuit où le temps à Lyon ne sait pas s'il veut pleuvoir ou neiger, alors il fait les deux. Jessica et moi dînions quand mon système de sécurité s'est mis à sonner. Les détecteurs de mouvement avaient détecté quelqu'un dans mon jardin, et les caméras montraient 2 silhouettes essayant de s'introduire dans ma maison par la porte de la cave. C'est, commença Jessica. Noémie, confirmai-je, en regardant le flux en direct sur mon téléphone. Et on dirait qu'elle a amené des renforts. La deuxième silhouette était plus grande, masculine, portant une casquette de baseball enfoncée sur le visage. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître. Adrien Hong, l'air considérablement moins raffiné que la dernière fois que je l'avais vu. Que veulent-ils, a demandé Jessica. Probablement de l'argent ou la vengeance. Peut-être les deux. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Les gens désespérés font des choses désespérées, et Noémie était en chute libre depuis des mois. Selon mes sources, elle avait été licenciée de 3 emplois différents, expulsée 2 fois, et faisait face à une dette croissante due à ses frais de justice et à ses dépenses de vie. La situation d'Adrien était tout aussi désastreuse. Son travail au centre d'appel avait duré exactement 6 semaines avant qu'il ne soit licencié pour absentéisme. Son divorce l'avait laissé sans rien, et il vivait en colocation avec 2 personnes de la moitié de son âge. Ensemble, ils avaient apparemment décidé que leur problème était de ma faute, et que s'introduire chez moi les résoudrait d'une manière ou d'une autre. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Appelle Damien, dis-je à Jessica. Dis-lui de venir ici avec son équipe de sécurité. Et appelle la police, mais dis-leur d'attendre mon signal avant d'intervenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Leur donner exactement ce qu'ils méritent. Au cours des derniers mois,
j'avais transformé ma maison en forteresse. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais anticipé ce scénario exact. Détecteur de mouvement, caméra de sécurité, porte renforcée, et quelques surprises spéciales qui feraient regretter à tout intrus ses choix de vie. Je regardais sur mon téléphone alors que Noémie et Adrien réussissaient enfin à forcer la porte de la cave. Ils se sont glissés dans ma maison comme des cambrioleurs amateurs, utilisant les lampes de poche de leur téléphone pour naviguer dans le noir. Étienne, a appelé Noémie. Je sais que tu es là. Nous devons parler. J'ai activé le système de sonorisation de la maison et j'ai parlé à travers les haut-parleurs, ma voix résonnant dans chaque pièce. Bonjour, Noémie. Bonjour, Adrien. Bienvenue chez moi. Vous êtes en violation de propriété. Ils ont tous les deux sursauté au son de ma voix venant de partout à la fois. Étienne, s'il te plaît, dit Noémie. Nous voulons juste parler. Nous avons besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, c'est sûr. Une aide professionnelle. Le genre qu'on trouve en prison. Ne sois pas dramatique, a crié Adrien. Nous ne sommes pas là pour blesser qui que ce soit. Nous voulons juste ce qui est juste. Ce qui est juste? Vous voulez dire comme la justice que vous avez montrée à mon mariage? Ou la justice que Noémie a montrée quand elle a abandonné notre relation pour des vacances à Shanghai avec vous? Je les ai regardés se déplacer dans ma cave, se dirigeant vers les escaliers du rez-de-chaussée. Il était temps d'activer la première surprise. Les escaliers de la cave étaient équipés d'un détecteur de mouvement qui déclenchait une bombe de peinture. Complètement inoffensive, mais salissante au possible. Au moment où Adrien a mis le pied sur la 3e marche, un ballon rempli de peinture violette lavable a explosé, les recouvrant tous les deux d'un désordre collant et coloré. « C'est quoi ce bordel ?» a crié Adrien, en essuyant la peinture de ses yeux. « Bienvenue aux conséquences de vos actions », ai-je annoncé à travers les haut-parleurs. « Veuillez continuer à l'étage. J'ai d'autres surprises qui vous attendent. » Ils ont monté les escaliers en titubant, laissant des empreintes de pas violettes sur ma moquette. Je devrais de toute façon la remplacer après ça. Quand ils ont atteint le rez-de-chaussée, j'ai activé la surprise numéro 2, le système d'arrosage. Pas les extincteurs automatiques. Cela causerait trop de dégâts. C'étaient des arroseurs spéciaux que j'avais installés moi-même, connectés à un réservoir rempli d'eau glacée et d'une quantité généreuse de savon liquide. Le jet les a frappés sous plusieurs angles, les trempant complètement et rendant le parquet aussi glissant qu'une patinoire. Noémie est tombée immédiatement, glissant sur le sol comme sur une patinoire de hockey. Adrien a réussi à rester debout quelques secondes de plus avant que ses pieds ne se dérobent sous lui et qu'il ne s'écrase contre ma table basse. C'est de la folie, a crié Noémie, luttant pour se relever. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien du tout. Vous vous êtes introduit chez moi, vous vous souvenez? Je ne fais que défendre ma propriété. À ce moment-là, Damien et son équipe de sécurité étaient arrivés et s'étaient positionnés à l'extérieur, enregistrant tout à travers les fenêtres. La police attendait au coin de la rue, prête à intervenir quand je donnerais le signal. Mais je n'étais pas encore prêt à ce que ça se termine. Noémie et Adrien m'avaient fait vivre des mois d'enfer, et la vengeance est un plat qui se mange froid. Étienne, a appelé Noémie, glissant toujours sur le sol savonneux. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît, aide-nous. Vous aider? Comme vous avez aidé notre mariage? Comme Adrien a aidé son propre mariage. Ils ont réussi à atteindre le salon, où j'avais préparé la surprise numéro 3. Une série de fils de pêche tendus à hauteur de cheville, invisibles dans le noir. Ils sont tous les deux tombés à nouveau, s'emmêlant dans les fils presque invisibles. C'est une agression, a hurlé Adrien. Nous allons vous poursuivre en justice. Avec quel argent? Et quel avocat? Vous êtes tous les deux fauchés, inemployables, et maintenant vous êtes aussi des criminels. J'ai activé les lumières principales de la maison, inondant chaque pièce de lumière. Noémie et Adrien ont été révélés dans toute leur gloire pathétique, trempés, peints en violet, emmêlés dans du fil de pêche, et affalés sur le sol de mon salon comme les ratés qu'ils étaient. C'est là que j'ai fait mon entrée, descendant le grand escalier comme si j'arrivais à un dîner de gala. Jessica me suivait, enregistrant tout sur son téléphone. Tiens, dis-je, les regardant de haut. Toute la bande est là. La femme infidèle et son petit ami, réunis pour un dernier plan désespéré.
Étienne, s'il te plaît, a supplié Noémie, en essayant de se démêler du fil de pêche. Nous sommes désespérés. Il ne nous reste plus rien. Vous avez exactement ce que vous méritez. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin, a dit Adrien. L'aventure, le divorce, tout ça. C'est juste devenu incontrôlable. Devenu incontrôlable? Vous avez tout planifié. Le voyage à Shanghai, la pause dans mon mariage, les réunions secrètes. Tout a été calculé pour vous offrir une liaison sans conséquence. Je me suis approché d'eux, restant juste hors de portée au cas où ils tenteraient quelque chose de stupide. La seule chose que vous n'aviez pas prévue, c'est que je me défendrais. Vous pensiez que j'allais rester sagement à la maison, à attendre que Noémie décide si elle voulait me garder ou m'échanger contre un modèle plus récent. Ce n'est pas, commença Noémie. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez traité notre mariage comme un service par abonnement que vous pouviez mettre en pause et reprendre à votre convenance. Eh bien, félicitations. Vous avez été désabonné de façon permanente. Dehors, je pouvais voir des camionnettes de chaînes d'information arriver. Quelqu'un avait prévenu les médias que le type du divorce vengeur avait une autre confrontation avec son ex-femme. Parfait. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. La police va vous arrêter tous les deux pour effraction, violation de propriété et vandalisme. Vous serez inculpés, condamnés et vous recevrez une peine. Vos photos d'identité judiciaire seront dans le journal demain, et le monde entier verra ce qui arrive aux gens qui pensent pouvoir détruire la vie des autres sans conséquence. Tu nous détruis, a sangloté Noémie. Non. Je vous expose. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Vous pouvez entrer maintenant. Ils sont maîtrisés. En quelques minutes, ma maison était remplie de policiers, de secouristes et de photographes de la scène de crime. Noémie et Adrien ont été arrêtés sur le champ, toujours couverts de peinture violette et de mousse de savon. Alors qu'on les emmenait menotter, Noémie a lancé un dernier plaidoyer désespéré. Étienne, je t'aimais. Je t'aime encore. Tout ça est une erreur. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. La femme qui avait été ma femme avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un de désespéré, de pathétique, et de complètement brisé par ses propres choix. Non, Noémie, dis-je doucement. T'épouser était l'erreur. Tout le reste a été une correction. La portière de la voiture de police s'est refermée, et ils ont été emmenés pour faire face aux conséquences qu'ils fuyaient depuis près d'un an. Je suis resté sur ma pelouse, entouré de voisins, de médias et de policiers, regardant les feux arrière disparaître dans la nuit. Jessica se tenait à côté de moi, sa main dans la mienne, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais complètement en paix. Un journaliste s'est approché avec un micro. Monsieur Girard, que ressentez-vous face aux événements de ce soir? J'ai regardé directement dans la caméra, sachant que mes paroles seraient diffusées à travers le pays et partagées des millions de fois sur les réseaux sociaux. Je sens que justice a été rendue. Mon ex-femme a demandé une pause dans notre mariage pour pouvoir avoir une liaison. Je lui ai donné une pause permanente à la place. Ce soir, elle et son petit ami ont essayé de s'introduire chez moi, cherchant probablement de l'argent ou la vengeance. Au lieu de cela, ils ont trouvé des conséquences. Quelle est la suite pour vous? J'ai regardé Jessica, qui a souri et m'a serré la main. Ensuite, je vais nettoyer la peinture sur mes sols, remplacer ma moquette, et continuer à vivre ma vie. Le chapitre Noémie est enfin clos. Un message pour les personnes qui traversent des situations similaires? Oui. Ne laissez pas les gens vous marcher dessus. N'acceptez pas la trahison en silence. Et ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que son mauvais comportement est de votre faute. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime. Le journaliste m'a remercié et est passé à l'interview des voisins, qui étaient plus qu'heureux de partager leurs opinions sur les événements de la nuit. Madame Hubert, la voisine d'à côté, a parfaitement résumé la situation. Ce garçon s'est battu pour lui-même, et il a gagné. Tant mieux pour lui. Alors que la foule se dispersait et que les médias remballaient leur matériel, je me tenais sur le pas de ma porte avec Jessica, regardant la rue calme qui avait été le théâtre de tant de drames au cours de l'année écoulée. « Tu penses que c'est vraiment la fin ?» a demandé Jessica. « Il vaudrait mieux. Je suis à court de bombes de peinture.
Elle a ri, et le son était meilleur que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. À l'intérieur de la maison, nous avons inspecté les dégâts. De la peinture violette sur les murs, de la mousse de savon sur le sol, du fil de pêche emmêlé autour des meubles. On aurait dit une scène de crime conçue par un artiste dément. Ça va prendre une éternité à nettoyer, a observé Jessica. Ça en vaut chaque minute, ai-je répondu. Mon téléphone vibrait de notifications, mentions sur les réseaux sociaux, alertes d'actualité, demandes d'interview. L'histoire devenait déjà virale, comme je le savais. Le matin, tout le monde en France saurait ce qui était arrivé à la femme qui avait essayé de mettre son mariage en pause et à l'homme qui lui avait offert une fin permanente à la place. J'ai éteint mon téléphone et j'ai aidé Jessica à commencer à nettoyer le désordre. Nous avons travaillé ensemble dans un silence confortable, frottant la peinture des murs et épongeant le savon des sols. Dehors, la tempête qui menaçait toute la soirée a finalement éclaté, envoyant pluie et grésil contre les fenêtres. Mais à l'intérieur, la maison était chaude, calme et paisible. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'étais exactement là où je voulais être, avec exactement la personne avec qui je voulais être, vivant exactement la vie que j'avais choisie pour moi-même. Noémie avait demandé une pause, pensant qu'elle pouvait contrôler l'issue de notre histoire. Au lieu de cela, j'avais écrit la fin moi-même, et elle était parfaite.